Bonjour, donc je m'appelle Thierry Verdel, je suis professeur à l'École des mines de Nancy où j'enseigne les sciences du danger, mais actuellement je suis en détachement en Égypte où je dirige l'université Sangor à Alexandrie, qui est l'université de la francophonie. Bonjour à tous, je suis Clément Judec, je suis géographe de formation et j'ai également réalisé un doctorat sur la gestion de crise. Je suis aujourd'hui le délégué général de l'Institut pour la maîtrise des risques, une association qui fédère les experts du monde des risques, voilà, autour de toutes les grandes thématiques de ce sujet, voilà, qui vise à améliorer les connaissances et à les diffuser. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apprentissage de la crise. Quels outils de formation, sensibilisation et pour qui? Alors, 4 points pour évoquer ce sujet-là. Tout d'abord, on reviendra sur le concept de crise. Voilà, voir un petit peu d'où ça vient, comprendre les différences avec des notions telles que l'accident. On parlera de la gestion des risques et du pilotage de crise. On fera un point sur la formation et les compétences qui sont associées avec la gestion de crise. Et puis, un dernier point pour terminer sur l'apprentissage de la crise. Qu'est-ce qu'on peut en dire et comment on peut faire ça? Alors, pour commencer, sur le concept de crise, il nous semblait important de revenir sur le fait que voilà, le mot crise, ce concept, cette notion, c'est souvent difficile à bien la définir et on trouve régulièrement des mots qui sont associés à cette crise, et notamment le mot accident. Voilà, donc ce sont deux concepts qui sont assez proches, mais on va essayer de comprendre pourquoi finalement ils sont proches, mais ils ne sont pas identiques. Alors, on vous a mis dans ces deux blocs quelques caractéristiques importantes qui montrent leur différence et aussi leur association. Alors pour l'accident, on va bien sûr parler ici d'une situation redoutée, mais, et c'est là que c'est important de le retenir, qui est connue, d'accord, et elle est préparée. C'est une réponse qui, bien sûr, doit être rapide et structurée parce qu'il y a des conséquences qui sont importantes. Et on est sur un niveau de gestion qui est celui des services d'urgence, des gens opérationnels, les pompiers, les policiers, un technicien sur site, industriel par exemple, qui applique des plans préparés et des réponses qu'on appelle de routine. On est ici dans le domaine de la compétence métier. Voilà. Les risques ici pour les décideurs, pour les responsables de l'organisme sont plutôt modérés. Ils sont même parfois pas forcément informés de ce qui a pu se passer. Voilà, on est ici dans le monde de l'accident. Quand on fait le parallèle avec le monde de la crise, on va voir que euh, au niveau de la nature de cette crise, il va y avoir une caractéristique un peu particulière qui est qu'elle est unique. Voilà, la situation de crise, elle est nouvelle. Il y a une notion de, c'est la première fois qu'on se retrouve dans cette situation-là particulièrement. Alors, bien entendu, elle nécessite également une réponse rapide, mais on va avoir associé à ça des éléments comme la flexibilité et l'innovation. Puisqu'on est dans la nouveauté, il va falloir s'adapter. On a dans cette situation de crise une implication à tous les niveaux, puisqu'on est dans quelque chose de nouveau. Tout le monde s'implique dans la résolution de ce problème avec des adaptations donc à tous les niveaux, opérationnels, tactiques, stratégiques. On a là, par contre, des risques pour les décideurs, pour les responsables de l'organisme, qui sont beaucoup plus difficiles à identifier, à évaluer, du fait que on est dans cette situation qui est unique. Là, je reviens sur une définition normalisée de la crise pour vous montrer que bien que ce soit compliqué de la présenter, il faut savoir qu'elle est quand même normalisée. Donc on a une norme, la CEN 17091, donc une norme européenne, qui vous dit que c'est un événement ou situation sans précédent ou extraordinaire qui menace un organisme et exige une réponse stratégique, adaptative et rapide afin de préserver sa viabilité et son intégrité. La crise en quelques caractéristiques, là je vous montre ici une synthèse qui a été réalisée dans nos travaux de recherche. La crise, donc, c'est plusieurs caractéristiques au niveau de sa situation, la situation qu'elle représente. Tout d'abord, c'est le chaos qui est issu d'une situation unique, au contraire d'une situation déjà vécue, dont l'expérience du vécu de cette situation serait une prévention de l'apparition du chaos. Il y a l'urgence, qui est due à la gravité de la situation, qui requiert une prise en charge rapide. Il y a la notion de surprise face à la survenue des événements, des conséquences, on a déjà dit, importantes, des incertitudes
totale sur la nature du problème, cause, étendue spatio-temporelle. On ne sait pas ce qui se passe. Ça peut durer longtemps. Parfois même, on sait ce qui se passe et puis on repart dans quelque chose de nouveau. On a l'évolution permanente de la situation qu'il faut garder en tête. C'est ce que je venais de vous dire. Parfois, on sait, puis on ne sait plus. Il y a des irrégularités, des alternances de périodes plutôt calmes, des périodes plutôt intenses. On a un nombre d'acteurs et d'impliqués vraiment autour de nous dans la gestion de cet événement qui est très important, qui est vraiment différent de l'équipe, je dirais, des habitués de la gestion, de résolution d'un problème. On va voir la problématique liée à la difficulté de gérer l'information avec un flux important et de nombreuses ambiguïtés. Et enfin, un élément très important dans ces situations de crise, c'est l'implication des médias. Pour ce qui est de l'état de crise dans lequel cette situation plonge les personnes qui la vivent, on va retrouver par exemple l'étonnement qui est induit par la surprise, dont on a parlé tout à l'heure, des comportements désordonnés qui illustrent le chaos, dont on a parlé également tout à l'heure, de l'anxiété, qui est l'état émotif de la personne subissant un stress, ici aigu, des changements relationnels dus à des démonstrations émotionnelles excessives, et la relativité de la crise en fonction du vécu des individus. Alors maintenant, on va aborder la question de la gestion des risques et du pilotage de crise. Alors peut-être en préalable expliquer de façon très schématique qu'est-ce que c'est que ce qu'on peut appeler le cycle de la gestion des risques. En gros, on peut résumer ça en 4 phases. Quand un risque est identifié, il y a une phase d'incertitude pendant laquelle les gestionnaires de risque vont acquérir des connaissances sur le risque. Ensuite, on a une phase d'évaluation qui va nous amener à prendre un certain nombre de dispositions, des dispositions réglementaires, cartographier ces risques, etc. Ensuite, on peut avoir une phase d'action, c'est une phase de surveillance et de prévention, c'est une forme d'action. Et puis, en attendant qu'une situation survienne, une situation attendue, comme on l'a dit, ou un accident, comme on l'a dit tout à l'heure, survienne, on se prépare aux situations d'urgence. Puis quand survient une situation d'urgence, un accident, on va rentrer dans un autre cycle qui peut reprendre ces 4 phases, phase d'incertitude, phase d'évaluation, phase d'action, phase d'attente. Avec une première phase, la phase d'incertitude, c'est le moment de l'alerte. On a donné l'alerte, l'accident s'est produit, mais on ne sait pas encore très bien ce qui se passe. Suit une phase d'évaluation, on commence à estimer les conséquences, les manifestations de l'accident. On intervient, c'est la phase d'urgence qui a été préparée en général. Et puis après l'accident, quand tout se passe, quand tout a été résolu, on fait le retour d'expérience et ça va enrichir de nouveau. On va rentrer à nouveau dans le cycle de la gestion des risques avec de nouvelles connaissances qui ont été acquises. On va mettre à jour peut-être la réglementation. On va mettre à jour également des mesures de prévention et attendre le nouvel accident. Ça, c'est risque et accident. Maintenant, si un accident dégénère ou n'est plus tout à fait maîtrisé, il se transforme en crise et à ce moment-là, on n'arrive plus du tout à suivre ces différentes étapes. Ça échappe, disons, au plan qu'on a préparé à l'avance. Ça, c'est typique d'une crise. Concernant le pilotage de crise, on peut revenir sur un modèle qui a été proposé par Claude Hansen, qui est le modèle affronter, réguler, dépasser. Alors affronter quoi ? Affronter des problèmes de décalage perpétuel entre les acteurs, les événements et les prises de décision. C'est aussi réguler en permanence des problèmes de dérapage incessants. Alors des dérapages, on peut parler de dérapage de rôle au sein d'une cellule de crise, par exemple, entre un expert, un décideur. Ces dérapages, ils sont incessants, ils sont compliqués à prendre en considération et ils vont avoir des conséquences importantes sur les prises de décision, avec parfois des nécessités d'improviser. Et puis alors, on est aussi sur dépasser les conséquences des décisions prises en assumant les responsabilités. Alors ensuite, on passe d'une vision un petit peu conceptuelle et philosophique à quelque chose de beaucoup plus concret, opérationnel. Je reprends l'exemple ici de la norme CEN 17091, une norme gestion de crise européenne, qui propose 10 principes de la gestion de crise avec des éléments qui sont très proches de tout ce qui a déjà été discuté avant, comme par exemple chercher à comprendre la situation. Ça paraît anodin, mais c'est évident. Il faut pouvoir comprendre ce qu'il se passe, réévaluer constamment.
Il y a des éléments aussi importants que être préparé avec des structures, avec des rôles, des responsabilités claires. Et puis, si je peux citer encore un dernier point, c'est par exemple s'assurer que les personnes en charge des rôles spécifiques sont bien compétentes. Voilà, ça paraît simple, mais ce sont des éléments de base qui permettront à l'organisme qui est en train de gérer la crise de pouvoir avancer dans le bon sens, dans ce fameux triptyque, affronter, réguler, dépasser. Alors, comment tout ça s'est traduit en termes de formation ou de compétences? On peut déjà situer 3 niveaux de formation. Je dirais la sensibilisation, la formation en tant que telle, l'acquisition de connaissances, et puis l'entraînement aux situations. Et puis, on a 3 types d'acteurs, là aussi c'est très schématique, qui peuvent être concernés par ces 3 niveaux de formation. Ce sont les personnes potentiellement impliquées. Ça peut être les employés d'une entreprise, ça peut être les habitants d'un quartier qui est exposé à un risque potentiel. Bien sûr, les acteurs opérationnels, donc les services de secours d'une manière générale, et puis les décideurs, ceux qui vont avoir à gérer la situation de crise. Alors, quel genre de formation ou de connaissances ces différents acteurs vont avoir? Ça va dépendre un peu, bien sûr, de chacun d'eux. Donc, pour les impliquer, en matière de sensibilisation, en général, ils vont avoir simplement de l'information. Ils vont recevoir de l'information. Ça peut être des brochures sur les conduites à tenir. Ça peut être les consignes à respecter en cas de déclenchement d'une alerte, ce genre de choses. Donc, ça, c'est une connaissance, ou la compétence, si on peut l'appeler comme ça, c'est de connaître les risques. Ensuite, les impliqués également peuvent être associés à des exercices d'évacuation ou de confinement pour adopter les bons comportements. Donc, on va faire des entraînements, des exercices d'évacuation, par exemple, ou des exercices de confinement. Côté acteur opérationnel, bien sûr, vous avez toutes les connaissances métiers acquises par les services de secours, qui connaissent les procédures, qui savent identifier, évaluer les risques et les situations dans lesquelles ils se trouvent. Je parle des pompiers, je parle des personnels de santé, d'urgence notamment. Et puis, côté entraînement, exercice d'entraînement, là aussi, ces agents-là, en général, s'entraînent, s'exercent, se mettent en situation dans des jeux de rôle et parfois même avec en grandeur nature, s'entraînent à exercer à exécuter les procédures, par exemple, qui sont prévues dans ce genre de situation. Et puis, côté décideurs, les gestionnaires des situations de risque, ça peut être le préfet, ça peut être le chef d'une entreprise, ça peut être le maire d'une commune. C'est surtout au niveau de sensibilisation qu'on va les préparer, et on va les préparer à travers des exercices de mise en situation pour qu'ils comprennent, qu'ils saisissent l'importance de savoir mobiliser l'expertise nécessaire dans ce genre de situation, qu'ils apprennent à coordonner les acteurs, construire une vision partagée avec tous les interlocuteurs, bien sûr, voir leur capacité à prendre des décisions et à assumer des responsabilités. Un point maintenant sur l'apprentissage de la crise et voir comment est-ce qu'on peut faire passer ces différents messages qui viennent d'être expliqués. Alors, on a plusieurs types d'outils, plusieurs types d'activités pédagogiques qui peuvent être utilisées pour former, en tout cas acquérir des connaissances et des compétences dans ce domaine-là. On a tout d'abord la simulation grandeur réelle sur le terrain des opérations dont vous voyez une illustration dans la vignette numéro 1. On a des gens qui viennent faire les figurants, blessés. On a les opérationnels qui viennent sur le terrain, équipés avec leurs camions et autres. C'est vraiment comme si on y était. On a ensuite des simulations grandeur réelle, mais plutôt virtuelle, comme vous pouvez le voir dans la vignette numéro 2, où là, on va avoir les gens qui se réunissent, comme s'ils y étaient dans une cellule de crise, par exemple, mais qui vont utiliser des outils plutôt virtuels pour simuler, en fait, la situation qu'on est en train de vivre. Donc, on n'est plus dans le réel, je dirais physique, à observer, mais là, on commence à simuler, modéliser des éléments avec des outils informatiques. Dans la vignette numéro 3, vous avez des simulations en modèle réduit. Là, ici, l'exemple, c'est un simulateur de vol. Et enfin, dans la vignette numéro 4, des simulations en kit. Vous voyez là un jeu sur table avec des cartes, des pions, et c'est comme un jeu de société finalement. Alors, quelle finalité derrière l'apprentissage de la crise ? Bon, tout d'abord, ce qui est important, c'est cette idée qu'il faudrait éloigner les frontières de la crise. Puisque la crise, c'est le monde du nouveau, le monde de l'inconnu, l'idée, c'est d'essayer de repousser ce monde de l'inconnu le plus loin possible pour rester dans, en fait, le monde
des procédures, des protocoles, des mondes qu'on connaît, voilà, qui rentrent dans les compétences métiers. Ça, c'est vraiment une finalité qui est importante. Ce qu'il y a derrière aussi, c'est qu'on sait que les situations de crise sont peu fréquentes, pour plusieurs raisons. Déjà parce que le monde de l'inconnu, normalement, de base, on essaie de le repousser le plus loin possible. Et puis ensuite, il ne se passe pas tous les jours des grandes catastrophes de cet ordre-là. Donc, on a peu d'opportunités de gagner de l'expérience pour le pilotage de ces situations de crise. D'accord ? Donc, c'est pour ça que finalement, les mises en situation de crise, ces simulations de crise, apparaissent comme étant une solution très intéressante dans le cadre de l'apprentissage de la crise. Les objectifs de ce genre d'exercice, c'est d'abord, bien souvent, de s'entraîner à appliquer des plans de réponse qu'on a préparés à l'avance. Mais bien sûr, quand l'exercice est mené jusqu'à la crise, ces plans de réponse vont devenir rapidement inopérants. Donc, par l'exercice, on va pouvoir voir dans quelle mesure ils sont inopérants et pouvoir acquérir des connaissances sur la manière dont les choses se sont déroulées dans l'exercice et pouvoir faire évoluer ces plans, parce que c'est toujours très important d'avoir les plans sous la main, même si on ne les utilise plus, le fait de les avoir travaillés ensemble, de les avoir préparés ensemble, ça facilite ensuite les opérations d'intervention d'une manière générale entre toutes les parties prenantes. Et puis l'autre objectif principal, c'est d'être sensibilisé pour ceux qui n'ont pas eu la chance, comme on le disait à l'instant, ou la malchance, d'être impliqués dans une vraie situation de crise. Eh bien, ils vont avoir, par le biais de ce genre d'exercice de simulation, être sensibilisés quand même aux manifestations de la crise, aux points critiques, et peut-être acquérir une certaine forme d'expérience pour pouvoir mieux appréhender une nouvelle situation incertaine. Alors, s'entraîner à appliquer les plans de réponse, bien sûr, on l'a dit, ça va concerner les personnes impliquées principalement et les opérationnels. Acquérir de la connaissance, ça sera aussi les opérationnels dans ce genre d'exercice. Et puis être sensibilisé, ça va être les gestionnaires de crise principalement. Et puis les personnes impliquées, puisque dans les personnes impliquées, dans les exercices de simulation de crise, on a toujours intérêt à mobiliser des personnes potentiellement impliquées qui vont jouer leur propre rôle, leur futur peut-être propre rôle justement. Et on va pouvoir voir quels comportements ils vont adopter face à des situations inattendues. Pour aller un peu plus dans le détail, dans le concret, on va vous proposer l'exemple d'e-Crisis, qui est une approche de mise en situation de crise qui recrée en fait les caractéristiques de la crise telles qu'on vous les a présentées un peu plus tôt. Au tout début, on est parti d'un constat, en tout cas pour cette dernière version de l'approche, on est parti d'un constat en 2015 que aucune méthodologie de mise en situation de crise est validée dans la littérature scientifique. Et que donc, ça serait intéressant de pouvoir travailler dans ce sens-là. Cependant, il y a des difficultés, et notamment une des difficultés, c'est qu'on travaille sur des paramètres subjectifs. Les fameuses caractéristiques dont on parlait, qui sont très orientées psychocognitives, on est là sur des éléments de ressenti qui sont un peu compliqués à évaluer. Donc on a posé l'hypothèse qui est la suivante, c'est que si finalement on observe chez les participants de simulation les caractéristiques de l'état dans lequel les gestionnaires se retrouvent, alors ça veut dire que notre méthodologie de mise en situation recrée bien les caractéristiques de la situation de crise. On est là donc plutôt parti sur tenter de représenter plutôt les aspects psychocognitifs que physiques d'une situation de crise. Plus concrètement, je dirais, e-Crisis, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif de simulation qui a pris naissance en fait à travers une activité pédagogique à l'école des mines dès les années de 2003 et qui s'est développée progressivement, notamment à travers plusieurs projets de recherche successifs qui ont pu recevoir des financements. Donc aujourd'hui, e-Crisis, c'est un dispositif, c'est une mise en scène, je dirais, d'une manière générale, mais qui repose aussi sur une plateforme web qui va servir d'interface, d'échange entre tous les acteurs impliqués dans l'exercice. Donc c'est un modèle de simulation qu'on peut appeler de semi-virtuel et sur table, qui va permettre principalement, qui a la vocation principale de sensibiliser les acteurs de la gestion de crise au niveau stratégique principalement, c'est-à-dire préfecture, mairie, entreprise, direction d'entreprise par exemple. Alors, les exercices qu'on mène avec la plateforme e-Crisis sont adaptés, bien sûr, au niveau des participants. On peut travailler avec des professionnels ou avec des étudiants, et on le fait régulièrement. Et on peut faire des simulations en moyenne de 10 à 60. On en a fait à 140 personnes, mais bien sûr, plus il y a de monde, plus c'est un peu lourd à gérer.
Les grands objectifs derrière cette approche de mise en situation de crise, c'est reproduire les caractéristiques de la crise, mais c'est surtout s'y confronter. C'est ça qu'on a envie de faire comprendre et faire ressentir aux gens qui vont participer à ces simulations. Contribuer à la compréhension du processus de prise de décision, améliorer les conditions d'apprentissage coopératif pour les participants. On vous rappelle qu'on est ici au niveau de la cellule de crise et il y a tout un travail de gestion entre les cellules de crise. Attirer l'attention des participants sur les potentielles faiblesses de leur préparation, afin qu'ils puissent s'améliorer dans leurs plans, leurs procédures pour le futur, pour la vraie vie. Se sensibiliser aux différents comportements qui peuvent être induits par la situation de crise, on en a parlé un peu plus tôt, se sensibiliser également à l'importance de certaines compétences non techniques, dont on a également parlé tout à l'heure, et enfin démontrer les problèmes de communication de crise. Pour cela, voici l'organisation schématique d'une simulation e-crisis, où on va retrouver en fait plusieurs cellules de crise, celle par exemple de l'entreprise où il se passe un problème, la municipalité où l'entreprise réside et enfin la préfecture qui gère le département dans lequel le problème a lieu. Vous avez ici un jeu de flèches qui montre que l'animation du jeu est tout le temps en relation avec les cellules de crise. Elle injecte de l'information, elle reçoit des copies des messages qui sont transférés et vous voyez également des petits micros qui simulent, qui montrent, qui illustrent en fait le jeu d'acteurs des journalistes qui passent d'une cellule à l'autre. Voilà un exemple illustratif d'une cellule de crise où à gauche vous voyez donc les membres de la cellule de crise qui travaillent sur leur sujet du jour et à droite vous voyez cette même cellule de crise qui reçoit les journalistes et on peut voir comment est-ce qu'ils peuvent être perturbés dans leur gestion classique. Une autre image très rapide d'une interview en fait d'un des acteurs de la simulation qui ici était responsable de l'autoroute A33. On parlait de la plateforme web que constituait e-crisis. Donc ici on voit une image de l'interface générale vue du groupe d'animation. Donc ça ressemble un petit peu à un logiciel de messagerie où on voit donc tous les messages que s'échangent les différents groupes entre eux avec les couleurs différentes qui dépendent de l'expéditeur ou du destinataire. Donc la cellule d'animation voit tous les messages que s'échangent les cellules entre elles et voit bien sûr et peut écrire des messages aux différentes cellules. Donc, la plateforme va permettre de faire l'analyse de ces échanges. Par exemple, ici, on voit l'évolution du nombre de messages échangés par créneau de 5 minutes, je crois. Donc, en orangé, c'est les messages envoyés. En reçu, en bleu, c'est les messages reçus. Et on peut pointer, par exemple, les moments où le mot explosion a été utilisé pendant les échanges entre les différents groupes. On peut aussi caractériser les messages. Chaque fois qu'un groupe envoie un message, il tague ce message. Donc, il s'agit d'une demande, d'une information, d'une décision, d'une requête, d'un rapport, d'une confirmation. Et on peut avoir comme ça une statistique pour les différents groupes concernant les messages qu'ils ont reçus ou envoyés. Donc, en haut, c'est la somme des deux. Et en bas, ce sont les messages reçus, à gauche, les messages envoyés par la mairie. À droite, les messages reçus par la mairie dans un des exercices qui a pu être fait. Donc, bon, c'est intéressant de savoir, par exemple, que la mairie, c'est un groupe ici qui envoie surtout de l'information, qui envoie quelques requêtes et puis qui prend un nombre limité de décisions. Bon, c'est ce genre d'analyse qu'on va pouvoir faire grâce aux statistiques que va fournir la plateforme. Et puis, on va pouvoir aussi dresser une image un petit peu des échanges qu'il y a eu entre les différents groupes. Donc, les couleurs ici représentent les groupes qui sont mis en jeu. En noir, ce sont les rôles qui n'appartiennent pas à des groupes. Ce sont des rôles joués par la cellule d'animation. Et en cliquant sur chaque personnage qui se trouve dans une cellule, on peut voir avec qui il a échangé plus particulièrement. En conclusion, donc, on vous propose quelques points à retenir. Donc, tout d'abord, qu'il est important dans l'apprentissage de bien faire passer le message que évaluer la situation vécue, ça permet en fait d'adapter les actions et de savoir si on est plutôt dans une situation redoutée type accidentelle ou si vraiment on est dans ce qu'on a défini comme étant la crise. Ensuite, on a également mis en avant le fait que considérer la crise au sein du cycle de gestion des risques, c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour l'organisme parce que les deux dimensions, celle de la réponse et celle de la prévention, de la réduction des risques, de la gestion des risques, en fait, ont des choses à se donner en termes d'information pour l'amélioration continue de la prise en compte des événements redoutés. Enfin, on a mis en évidence le fait qu'il y avait plusieurs types de situations redoutées avec plusieurs types d'objectifs,
plusieurs types d'acteurs, plusieurs types derrière donc d'actions pédagogiques. Donc les formations, les entraînements, les sensibilisations, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire le même type, on ne va pas avoir le même type d'action pédagogique en fonction de la situation qu'on a en face de nous. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants d'avoir en tête pour nous adapter sur cet objectif d'apprentissage de la crise. Merci. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, nous avons M. Judek et M. Verdel en ligne avec nous. Merci pour cette présentation donc, faite à deux voix. M. Hansen aussi, si vous souhaitez rester présent. Donc, après avoir revu vos présentations, la même question que tout à l'heure pour M. Hansen, est-ce que vous avez des compléments, des choses à rajouter que vous n'auriez pas pu dire pendant cette présentation ? Moi, je veux bien rajouter un élément. Déjà, je voudrais saluer Jean-Cédric Hansen, que je n'ai pas vu depuis un petit moment. Un petit mot sur la présentation qu'on a faite. À un moment donné, Clément a évoqué, a cité la phrase « éloigner les frontières de la crise ». Et je ne voudrais pas qu'on interprète d'une mauvaise manière cette phrase. En tout cas, il ne faut pas l'interpréter comme étant l'idée qu'on va adapter la situation à nos outils, à nos procédures. Non, la situation, elle est ce qu'elle est. Il n'est pas question de la transformer pour qu'elle soit facile à gérer du point de vue de nos outils. Je crois que l'idée qui était derrière ça, mais Clément pourra la préciser, c'est que tant que les outils fonctionnent, tant que les méthodes qu'on a élaborées fonctionnent, on les met en œuvre, bien entendu. On part déjà avec les plans qu'on a préparés, mais il faut constater dès que c'est possible et dès que la situation échappe à notre contrôle, il faut accepter l'idée que voilà, le plan ne sert plus à rien et qu'il faut innover, penser à autre chose. Merci. Oui, merci Thierry et bonjour à Jean-Cédric que j'ai vu il y a moins longtemps que toi. Oui, ce qui est aussi intéressant et je me rends compte qu'on n'en a pas trop parlé dans la présentation, c'est bien sûr cette notion de réaction. En fait, la crise, c'est bien une réaction d'un système à un événement et que forcément cette réaction, elle est personnelle au système en fait, elle est propre au système cette réaction. Donc on retrouve la caractéristique de la relativité dont on a un petit peu parlé dans la présentation. Et ça va avec ce que vient de dire Thierry, dans le sens où bien comprendre la situation qu'on est en train de vivre, bien comprendre la réaction qui est en train de se produire dans notre système par rapport à ce qu'on est en train de subir, permettra derrière de définir si ce qu'on a sous la main, les outils, les moyens, sont suffisants ou pas. Et l'objectif étant, à la fin, pour nous, en tout cas acteurs pédagogiques qui enseignons ça, de dire que c'est toujours plus agréable de rester du bon côté en fait de la capacité de réponse et éviter le plus possible cette phase de gestion de crise au sens rupture du cadre et ainsi de suite. Alors, je vais prendre la question de Jean-Laine sur le chat. Avez-vous étudié le processus de constitution de la cellule de crise et l'effet de la constitution de la cellule de crise sur le résultat de gestion de crise? Alors, on a présenté donc une approche de mise en situation de crise, et c'est donc dans ce contexte-là que je vais répondre, puisqu'en fait, il n'y a pas eu d'étude en tant que telle de cette formation de la cellule de crise. Par contre, ce qui a pu être mis en place dans l'approche de mise en situation, c'est que une cellule de crise, elle peut être préparé en amont, c'est écrit dans un plan de gestion de crise par exemple, avec quelques incertitudes puisqu'on a des éléments qui sont toujours présents dans la cellule de crise et puis des éléments qui vont venir s'ajouter en fonction de la nature de l'événement qu'on rencontre, mais aussi on va se retrouver parfois dans des situations qu'on n'avait pas prévues, et c'est ça aussi qui peut générer la fameuse réaction qui peut nous amener à vivre la crise. C'est par exemple
le directeur, la directrice de l'organisme en question n'est pas là, n'est pas présent. Comment on fait? Qui va prendre la décision? La personne... Voilà, je veux dire, on peut retrouver ce genre de questionnement sur tous les acteurs qu'on avait identifiés. Alors, ça n'a pas été étudié dans le cadre de cette étude-là, mais en tout cas, ça a été pris en compte pour que ce soit réaliste dans l'approche de mise en situation. Je sais pas, Thierry, même Jean-Cédric, hein, si tu veux réagir. Non, enfin, moi, ce que je peux rajouter, c'est qu'effectivement, on n'a pas étudié cet aspect-là, mais on a constaté une très grande variété d'organisations internes, même dans les cellules, avec les gens qui étaient mobilisés dans les exercices qu'on a joués, enfin, dans les simulations qu'on a organisées. On ne connaît pas les gens viennent avec leur individualité, leur tempérament, etc. Et on a constaté des grandes variétés de réactions, de mobilisation, certaines même qui rejettent même le principe parfois de l'exercice. Ça, c'est arrivé aussi. Mais je pense que Jean-Cédric veut certainement... Sur une scène. Il y a quelque chose à ce sujet. Oui, on a observé, et même au-delà de ce que vous venez de dire tous les deux, on a observé aussi des glissements, c'est-à-dire que il y a des glissements de tâches, des glissements de rôles, des glissements d'organisation spatiale. Alors moi, je me rappelle d'un travail qui avait été initié par un thésard d'Alès, de Mine Alès, si je ne m'abuse, qui avait travaillé sur les organisations spatiales des cellules de crise. Est-ce que c'est une table en rond, une table en rectangle, est-ce que tout le monde est autour de la même table, est-ce que chacun a sa table, est-ce que tout le monde a un écran devant son visage qui l'empêche de voir les gens devant lui et il ne peut communiquer qu'avec les gens à côté. Et elle avait initié un travail sur justement l'impact de l'organisation spatiale sur la prise de décision. Et d'autre part, mais je n'ai pas les résultats en tête, donc je ne peux pas les donner. Et d'autre part, on constate qu'il y a parfois des cellules qui changent d'organisation spatiale au cours quand on les observe, on voit que dans le temps, elles vont modifier, ou alors elles sont prisonnières et parfois ça les gêne, elles sont prisonnières d'une organisation spatiale, ou parfois elles ont la capacité à modifier l'organisation spatiale. Voilà, ce sont des pistes et je crois que ce sont des pistes de recherche futures. C'est la thèse de Florian Téna-Chollet de 2012, pour ceux qui ont envie de chercher. Voilà. Et ce qu'on peut ajouter peut-être, c'est que dans les débriefings qu'on fait des simulations qu'on organise avec eCrisis, justement, on fait ces constats-là. On fait prendre conscience aux participants à la simulation que ces choses-là peuvent arriver. Ces glissements, comme Jean-Cédric le disait, ce genre de choses. Merci. Alors, avant de conclure, moi j'avais une question, enfin même deux questions. La première, par rapport aux acteurs formés, est-ce qu'ils reviennent pour se former plusieurs fois? Quand on a dit que c'était de se mettre dans des situations différentes qui étaient importantes. Et si oui, est-ce qu'ils reviennent toujours plusieurs fois? Et ma deuxième question, c'est par rapport à l'outil en lui-même. Vous parliez notamment au moment de tags à utiliser dans les messages. Ce sont bien donc les acteurs qui utilisent ces tags. Est-ce que ça n'impacte pas de façon importante le processus dans lequel ils sont impliqués, puisque dans la vie réelle, ils n'auront pas à faire cette démarche supplémentaire? Alors, je peux commencer à répondre sur la première partie de question, par exemple. En fait, par rapport aux formés, aux participants, on a deux types de participants. On a les participants dans le cadre des formations universitaires et en école d'ingénieurs, où là, en fait, on est sur des cycles annuels, hein, et donc tous les ans, on a des nouveaux étudiants qui viennent. Donc là, voilà, c'est du one-shot. Mais on a des expériences où on les retrouve plus tard et ils nous disent « Oui, très bien, je me souviens, on a fait eCrisis, ça nous a beaucoup plu, ça m'a apporté... » Voilà. Puis après, on a d'autres types de situations où on est plus dans un contexte professionnel. Et je me souviens notamment avoir pendant quelques années organisé des mises en situation sur un territoire girondin. Et là, j'ai retrouvé les mêmes tous les ans pendant 3 ans. Et si vous voulez, ça leur a juste en fait permis de travailler leur gain d'expérience. On en a parlé tout à l'heure, et de travailler sur cette sensibilisation dont on a également parlé. Sur la deuxième partie de question, je vous laisse. Ouais. Oui, je vais répondre sur la deuxième partie. C'est une question intéressante, effectivement. Et
on se les posait nous-mêmes. Mais il faut voir comment on a travaillé au départ. Ecrisis, pour nous, c'était une plateforme expérimentale. Donc, on avait besoin de capitaliser ces échanges, déjà de les avoir sous forme écrite, parce que pour la plupart d'entre eux, ils ne sont pas forcément donnés sous forme écrite. Certains passent par des plateformes, je ne sais plus, Synergie, je crois, ça s'appelle. Mais quand même, beaucoup de messages passent par l'oral, par le téléphone ou ce genre de choses. Donc, déjà, c'est un biais qu'on introduit en forçant les interlocuteurs à passer par l'écrit. Mais nous, ça nous permet donc de travailler ensuite nos travaux de recherche sur ces écrits-là. Et donc, on souhaitait effectivement demander aux intervenants de faire un premier tri, entre guillemets, une première classification de leurs messages en les taguant. Moi, je pense que ça avait une vertu quand même de le faire, c'est qu'ils se posent la question quand même eux-mêmes déjà. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train d'interroger un interlocuteur? Est-ce que je suis en train de transmettre une information? D'exiger qu'on intervienne sur quelque chose? Donc, ça aide, je pense, à la réflexion, de se poser soi-même la question. Mais avec ça, nous, on avait besoin donc de ça pour ensuite essayer de savoir si on ne pouvait pas taguer automatiquement les messages, toujours sous la forme écrite, par notamment des méthodes d'apprentissage automatique. On a essayé, on n'avait peut-être pas encore suffisamment, au moment où on l'a fait, on n'avait peut-être pas encore suffisamment de messages en banque pour que ça marche bien. Mais on a fait ça avec les réseaux de neurones, etc., essayer de taguer automatiquement, à partir de cette base d'apprentissage, essayer de taguer automatiquement les messages écrits qui étaient introduits sans qu'on demande ou qu'on exige des intervenants de les taguer eux-mêmes. Donc voilà, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, mais on avait aussi en perspective l'idée que, comme vous le savez, la reconnaissance vocale marche, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on poursuit le développement de la plateforme, on peut imaginer que les messages passent en audio, qu'ils soient retranscrits automatiquement par écrit et qu'on puisse les taguer automatiquement par des méthodes d'apprentissage automatique. Mais on est encore très loin de ce stade-là. En tout cas, c'est la vision qu'on avait sur cet aspect. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse. Monsieur Hansen, un mot de la fin? Oui, enfin, le tagage oblige, parce qu'il y a un moment où dans les glissements de tâches, on se met à communiquer pour communiquer et on perd complètement, par ces sentiments d'urgence à agir, on perd le sens de pourquoi. Donc le tag a cette vertu et on constate que très vite les gens ne taguent plus et envoient les messages en réalité. Mais il y a toujours une vérification et avant le rétexte, il y a toujours une intervention humaine qui va analyser les messages et qui va retaguer, corriger les tags. Donc l'analyse finale, elle est correcte, même si cette consigne est difficile à tenir et ça fait partie de l'enseignement et de l'expérience que tenir une consigne dans la durée et se poser la question de pourquoi j'envoie un message, pourquoi en un mot ou pourquoi en deux mots, ça vole en éclats. Au bout d'un moment, on n'arrive même plus à avoir cette autodiscipline. Voilà. Très bien, merci à vous trois pour ces présentations.